Bonjour. Genève, le 14 décembre 2022. Nous sommes heureux d'être conviés de suivre une conférence à l'Université de Genève au département des sciences de l'environnement et de l'eau par le professeur Kishiba Fitula Gilbert, recteur de l'Université de Lubumbashi en République démocratique du Congo, sur le thème de la restitution de la COP 27, où il a été un des acteurs à Sharm el-Sheikh du 6 au 18 novembre 2022 en Égypte. Et il nous parlera aussi du rôle de l'Afrique sur la lutte contre le changement climatique. Le professeur qui nous parlera ce matin, il sera introduit par Dr Richard Mukundi, vice-président du Forum des intellectuels congolais de l'étranger, branche suisse. Puis il sera suivi par le professeur John Poté. Professeur John Poté est professeur à l'Université de Genève, faculté des sciences. Il est maître d'enseignement et de recherche. Et dans le cadre de son travail, il encadre et co-dirige des thèses de doctorat et des diplômes de troisième cycle. Il a quelques spécialités: la géologie des déchets, écologie terrestre et microbiologie des sols, ainsi que la gestion des écosystèmes. Professeur John Poté, outre ses activités à Genève, il encadre pas mal des étudiants qui préparent leur thèse de doctorat dans plusieurs pays, en Inde, au Cuba et dans plusieurs autres pays, sur aussi de la République démocratique du Congo. Après les professeurs John Poté, nous allons écouter aussi un compatriote, monsieur Kingombe Christian, qui est docteur, qui vient de Danemark. Dr Kingombe collabore avec le PNUD. Et puis aussi, il travaille avec des projets forestiers en République démocratique du Congo, après une longue expérience qu'il a eue en Tanzanie. Il travaille dans plusieurs structures. La langue facile pour lui de communiquer est l'anglais. Donc, je vais vous laisser suivre ces interventions. Je suis le révérend docteur Joseph Kabongo, membre du comité exécutif du FIS suisse et vice-président du Centre international réformé John Knox à Genève. Je vous laisse suivre les différents intervenants. De réflexion de Lubumbashi. Kinshasa, République. Le professeur, après ce sera lui le modérateur. Je vais juste faire ce petit mot de la RDC ici à Genève, avec le représentant, le continent le moins pollueur de la planète, et dispose du premier poumon de la planète qui est le bassin du Congo, service incommensurable de l'humanité. Depuis 1992, avec la conférence de Rio, organisée par la CNIC, qui était le sommet de la Terre, développement durable et réduction, que le premier COP a eu lieu en 1995. Donc le premier à Berlin, deuxième c'était ici à Genève, en 1966, d'origine anthropique. L'autre COP aussi vraiment importante, c'est 1990. Je passe à l'autre COP qui a marqué les esprits, c'est COP 21. J'ai pleinement les entreprises, les collectivités à ce qui nous amène aujourd'hui, en tout cas le professeur Kishiba, une restitution de comment était la participation des scientifiques pour amener les décideurs à avoir une vision
basée sur la science. Les intervenants, les profs Poté qui nous accueillent aujourd'hui, de brosser ce qu'il fait comme activité ici à Genève, à l'université, pendant qu'elle parle le professeur Kishiba, qui va nous faire cette restitution avec Christian Kingombe, qui va nous Zambie et au niveau de la Tanzanie, et que nous aimerions peut-être pour... Professeur Richard, c'est un grand plaisir de vous accueillir. Et un très très grand honneur d'accueillir le professeur Richard de l'université de... Ça bien, je mets le micro, ça va? Ça va. Ok. Bon, je suis enseignant à l'université de Kinshasa pour finir à l'université. Vraiment, comment se comporte l'environnement. Le changement climatique et puis la pollution de l'eau, vous voyez que vraiment il y a des millions et des millions d'argent qui se perdent que vraiment, c'est-à-dire tout ce qui est des millions et des millions d'argent qui part sur la pollution de l'eau. Vraiment c'est très très interdisciplinaire. Donc vous voyez, je m'excuse, c'est en anglais, hein, je parle en français, parce que dans la plupart sont des présentations que je fais. Regardons vraiment l'impact des activités humaines. Nous proposons donc la biorémédiation et puis nous proposons encore comment est-ce qu'on peut adapter cette lucidité, que nous puissions remédier donc, à cette condition. Alors, de ce fait, je ne travaille pas par tout le monde, mais je travaille dans plusieurs pays. Donc, vous voyez, Genève, ici à Genève, je m'occupe donc de regarder la pollution qui est ici. Et quand vous passez ici, vous allez voir donc des fontaines. Là, c'est moi qui mets donc en place. Il faut essayer d'éviter à ce qu'il y ait des dégâts matériels puis des dégâts. Je travaille au Sénégal, je travaille au Congo, et puis je travaille aussi en Inde. Donc actuellement aussi, je viens d'avoir combien de kilomètres je fais. Donc, je vois l'état milieu donc, académique, nous faisons tout ce qui est échange de professeurs, échange donc de post-doctorat et puis de doctorat. Nous arrivons donc à implémenter des laboratoires, donc ce qu'on appelle donc les renforcements. Le but, c'est vraiment de former aussi beaucoup de gens qui sont dans le pays, dans lequel que je puisse rapporter, donc apporter quelque chose au niveau des pays. On a développé beaucoup de méthodologies. Un sort de méthodologie que vous voyez ici encore, nous avons fait donc au niveau du fleuve Congo. La méthode, c'est de faire ce que nous appelons la responsabilité. Donc vous allez voir, il y a une société qui a été là, et cette société dit que non, ce n'est pas moi qui ai pollué. Alors, l'autre dit que non, moi ça fait 50 ans que je suis ici, l'autre dit ça fait 2 ans, mais qui a pollué cette rivière? Alors nous avons développé ça pour essayer de faire la responsabilité que par exemple, cette société a été implémentée en 1950, c'est elle qui a pollué. C'est implémenté en 1990, c'est vous qui avez pollué. Vous êtes maintenant resté il y a 5 ans, c'est vous qui êtes responsable, puisqu'il y a des responsabilités. Donc de regarder, beaucoup regardent la qualité des poissons, la qualité donc, des aliments, la qualité des médicaments qui sont importés, qui sont produits, puis on regarde tout, il y ait une bonne gestion de l'eau et des habitants qui sont donc au niveau de l'eau. Il y a beaucoup donc de résultats, mais ici j'ai essayé de résumer un peu plus ce que nous avons pu faire en Inde, au Congo, au Cuba, au Sénégal. C'est le projet qui est essentiellement financé par le Fonds national, encore l'Union européenne, l'UNESCO, et puis le gouvernement. 200 000 francs, donc un financement adéquat, et puis ça se termine ici en 2022. C'est que avec ces pays-là, j'ai signé, donc nous avons signé des contrats, donc des conventions de façon vraiment purement officielle. Des publications, mais comme on a accueilli les collègues donc, de Lubumbashi, je vais juste vous parler. Nous avons commencé en 2013. Nous, pour qu'on puisse valider nos recherches, il faudrait faire des grosses publications de façon ouverte pour qu'il y ait, s'il y a des critiques ou quoi. Nous avons travaillé au niveau donc, du Katanga. Là, nous avons, c'est sur la rivière Lulu ainsi que la rivière Moussona. Alors, le système, il y a des pollutions qui sont vraiment malgré cette zone Copperbelt qui est sur place, c'est-à-dire que le cobalt et le cuivre résiduaire et puis l'impact des industries sur cette pollution. Alors, nous avons regardé au niveau des canaux Chamidemba,
Peut-être les gens qui ont déjà été à Lubumbashi connaissent ces canaux de Tchabimemba et puis de Lubumbashi, rivière Lubumbashi. Nous avons essayé de regarder qu'est-ce que regarder la rivière. Donc nous avons pris des données à partir du Congo belge et les données actuelles de regarder la problématique donc de augmentation, fluctuation climatique et puis au niveau encore des sites d'exploitation minière et puis de regarder réellement quelles sont les différentes industries qui sont déjà implémentées là-bas et puis maintenant quelles sont les responsabilités donc, de ces industries. Donc à telle année, regarder la qualité de l'eau qui devrait être... Bon, regardez, nous sommes partis sur le terrain, il y a un doctorat qui travaille avec un professeur. Essayer de prendre les cheveux avec les urines des personnes qui sont là pour regarder l'accumulation, de voir ce qui est beaucoup ici, donc l'habillement agricole, qu'est-ce qui se passe, c'est là qu'il n'y a presque pratique. D'accord, donc sur la rivière Piri, comme Luilo encore, et puis Pingirini, nous avons essayé de voir encore qu'est-ce qui se passe. Est-ce que, comme il n'y a plus de zones presque pas agricoles, comme il y a deux eaux de nappe qui sont très très polluées, qu'est-ce que nous devrions faire pour faire la dépollution? Comment on peut faire cette taux d'infiltration? Qu'est-ce que nous pourrions réellement faire? Et nous avons mis en place la technologie avec les plantes que nous pourrions maintenant que les sociétés qui sont sur place de faire de façon que les recherches se poursuivent pour que l'intervention du professeur Kishiba, lors de recteur de l'université, qui avait parlé que les sociétés, je vous ai dit, monsieur le recteur, je vous ai dit, les sociétés qui polluent puissent financer, magnifique, on en a parlé lors de la réunion. Nous travaillons beaucoup, toujours avec Kinshasa. À Lubumbashi ne nous a pas encore invités, mais là, Kinshasa nous invite plusieurs fois. Là, c'est nous faisons les renforcements des capacités. Là, c'est l'ambassadeur de Suisse. Les 5 dernières années, j'ai regardé réellement comment est-ce qu'on peut faire l'approvisionnement en eau potable. J'ai parlé ici, c'était j'ai vu avec la voirie de la ville de Kinshasa, pour qu'on puisse toujours faire donc depuis, il faudrait essayer donc de regarder le programme général de protection de l'eau. Vous voyez, avec les catastrophes, tout ce que je voulais donc à vous dire, là c'est je veux mettre en place dans la ville de Apana le plan général. Ils sont sur place ici. Au moment où je donne cette conférence, elle devrait être le financier. Donc c'est l'Antino-American Living House qui a financé la rivière qui est ici, de façon que ça ne puisse pas. Là c'est à Colombie que je travaille encore. Donc là c'est donc de façon de société qui travaille sur l'eau. Vous avez brièvement, c'est ça. Donc je suis. Bon. Pour ne pas, comme je reprends aussi la modération, pour ne pas comme ça, nous allons inviter, avec toute ma haute considération, monsieur le recteur de l'université qui va nous parler donc, de la restitution. Monsieur le recteur, je vous invite. Il faut maintenant mettre en exergue de permettre à nos universités du redressement de la qualification et de la lorsque a été organisé, nous, les scientifiques, vers l'urgence des solutions à pouvoir montrer que le réchauffement climatique, il est réel. Nous remercions le professeur Jean Côté d'avoir prévenu en son temps et d'avoir sonné à Yangambi. On les a fixés immédiatement. Le phénomène, il est plus vrai aussi à Yangambi que parmi les causes de dégradation des écosystèmes et des biodiversités, déverser autant de possibilités, les moyens de nous engager dans le fleuve Congo à partir de Yangambi, là où pour des tellement grands qu'on définissait dans notre université
et sous-sol en RDC. Perspective 2030, l'humanité doit être éveillée lorsqu'il y a l'exploitation des ressources à placer les compensations par rapport aux contreparties adéquates du fait nous avons dans notre université des centres de recherche qui est le projet de l'observatoire sur les forêts claires de la Miombo. Nous sommes de la part de l'Université de Genève à travers un groupe de recherche sur tous ces phénomènes, donc, des projets comme CABES, le projet Phytocat. Nous perturbons à travers des exploitations inconsidérées. On peut poser ces questions et sur les collatéraux que provoquent justement ces exploitations indues, naturelles et autres. Il y aurait une possibilité d'équilibre des écosystèmes. Le plaidoyer doit se faire à ce niveau-ci où nous nous trouvons parce que quand on parle de réchauffement climatique, il faut immédiatement associer à ce réchauffement les exploitations nationales et les trusts qui proviennent parfois de ces lieux des justes compensations et des contreparties. On a à l'université de Lubumbashi notamment des projets de rémédiation multiscalaire des sols pollués par les activités minières, le REMEDLU, les métaux effets sur la santé publique dans nos provinces, l'évaluation des effets neurotoxiques, c'est ça, des métaux dans la région minière du Katanga, Neuro4 et se poursuivent, mais peuvent permettre donc d'avoir, lorsque nous sommes à Yangambi, une déclaration comme celle-ci. Et je voudrais vous lire certains points de la déclaration de Yangambi, parce que les scientifiques, à faire en sorte que les gouvernants tiennent compte des résolutions telles que procéder aux remédiations. Le 7 septembre 2020, des travaux préparatoires de la 27e conférence, que les forêts tropicales couvrent 35% des terres émergées intertropicales, dont les principaux sont l'Amazonie, le bassin du Congo et le Bornéo-Mékong, et qu'elles représentent pratiquement la moitié des forêts du monde, qui séquestrent davantage. Et on a précisé que le bassin du Congo aujourd'hui, compte tenu des déforestations ce bassin du Congo constitue le premier poumon sur la planète. On est préoccupé par la déforestation et la dégradation des bassins du Congo et des autres bassins tropicaux. En raison de quoi? De la faible diversité énergétique, des pratiques de culture itinérante sur l'activité extractive, minière, exploitation forestière, et de l'urbanisation anarchique, entre autres. Dans un contexte de croissance curieux, il faut, si vous vous rendez à on reconnaît en ce moment-là que les forêts du bassin du Congo et celles d'autres bassins tropicaux abritent une méga biodiversité planétaire qui fournit des services diversifiés. La régulation du cycle hydraulique, la production de la nourriture, des médicaments, des matériaux de construction, de cuisson, la régulation et la résilience des climats locaux et globaux, d'andro-énergie, entre autres, qui assure la survie des communautés locales et des peuples autochtones. Et donc, conscients de tout ça, nous sommes portés à considérer ces forêts pour améliorer les impacts négatifs les émissions mondiales des gaz à effet de serre et en favorisant l'émergence, finalement en étant en mesure de maîtriser l'émergence des maladies humaines, l'insécurité alimentaire ou nutritionnelle. On a mis en exergue là-bas, et c'était curieux, une relation entre le réchauffement climatique et l'émergence des maladies et des pandémies. Tel autre s'interrogeait de savoir si on n'est pas passé. Et la réponse était entre autres que si c'est passé, on peut avoir pire que ça si la terre continue à être exploitée comme elle est.
alors nous recourons à la considération combien sage et très opportune et intéressante, l'indifférence, on dirait, des pays, parce que ce sont ces pays-là qui possèdent le domaine juridique des termes, et qui ont une pauvreté croissante dans ces contrées-là. Et en même temps, on exige qu'il y ait la protection des forêts. Alors à Glasgow, par exemple, le pacte climatique de Glasgow, conclu en novembre 2021, a invité les scientifiques à s'efforcer de mieux comprendre, expliciter les impacts mondiaux, régionaux et locaux du changement climatique et à proposer des options et des stratégies de réponse appropriées. C'est ce que nous avons fait et les organisations internationales intéressées par ces questions, selon leur profil et compétences, sont bien entendu au courant et ont décidé que les aires protégées, parce que vous savez, la RDC non seulement constitue le massif forestier le plus imposant d'Afrique, hein, c'est 60% des forêts, posé qu'il y ait des aires qui soient protégées. Mais il faut soi-même être protégé. On protège ces aires, c'est-à-dire on protège l'humanité. Parce qu'il y a des mangroves, parce qu'il y a des tourbières. Ces espaces servent, nous a-t-on appris, à ces actes de la séquestration. On a constaté un désordre que la fixation de ces prix est livrée presque à la vindicte. Une fois de plus, des bureaux d'études, des ONG, etc., par des souverainetés. La fixation de ces prix, pétition de négociation par des particuliers. Donc, dans un domaine de concurrence, paraît souhaiter, selon Yangambi, qu'il y ait des référentiels plus objectifs en matière d'aires protégées. On a exigé la gestion participative et la mise en œuvre effective des plans de gestion, le mécanisme, la protection, le développement des mécanismes de financement durables, des conditions de vie des populations riveraines, grâce au partage équitable des bénéfices, le renforcement de la sécurité dans et autour des aires protégées. Des endroits où sont situés les okapis. Bon, ça c'était aussi à la COP27, qu'il y avait des miniers qui avaient obtenu des carrés miniers en vue d'exploiter le sous-sol où sont situés ces okapis d'habitat, que là où ils sont situés aujourd'hui et nulle part au monde. C'est un phénomène rare, ça dit bizarre, parce que quelque part à fournir par telle et telle autre nation de transporter l'écosystème des lieux de l'habitat des okapis, et cela n'a jamais réussi, à ce que l'on sache. Donc si on exploite le sous-sol, ça signifie que les okapis sont transportables, semble-t-il. Je ne comprends pas. Et donc c'est des aires comme ça qu'il faut absolument protéger, et en RDC, cela est bien et conforté le gouvernement de la République démocratique du Congo de protection des aires protégées. Mais si à partir d'ici, certains prennent le raccourci, c'est sûr que le contrôle devient délicat, mais les collatéraux, c'est par rapport aux populations. Alors en ce moment-là, des sols, la gestion des eaux, de l'énergie, etc. L'université de Lubumbashi a obtenu d'abriter le centre africain d'excellence, de recevoir un mérite, notre implication dans notre... Il appartient à tous ceux qui... Là. Et dans ce cas-là, nous sommes en mesure de participer à certaines questions. Et après la COP27, il y a quoi? Cette déclaration
De la COP27, il dit « Cette COP a fait un pas important vers la justice. Je salue la décision d'établir un fonds pour les pertes et dommages et de le rendre opérationnel dans un futur proche. Ce ne sera clairement pas assez, mais c'est un signal politique tout à fait nécessaire pour reconstruire une confiance. Si les réactions ont salué les avancées dans l'aide aux pays pauvres affectés par le changement climatique, notamment la création d'un fonds financier qui vise à lutter contre les pertes et dommages, elles ont aussi largement critiqué. Et donc, les réactions, la persistance de l'utilisation, donc drastiquement dit le secrétaire général, rémission maintenant, et c'est une question à laquelle on ne touche pas aux forêts, mais en même temps, on exploite les forêts, et puis on touche. Et les contreparties à devoir à ces pays pourvoyeurs de protection de l'humanité à travers la séquestration du carbone, de l'aide aux Pays-Bas, c'est un terme atypique à la réalité. Si l'humanité ne protège pas les pauvres à travers la juste compensation, et pas d'aide. Et quand on parle de pauvres, c'est toute l'humanité alors qui est pauvre. Il ne faut pas nous mettre à l'esprit que parce qu'il n'y a pas d'hamburger, nous sommes, tel autre qui en a devient très riche. Non, il est d'autant plus pauvre qu'il ne sait pas protéger. Son industriel devient une peau de chagrin qui le ruine d'abord lui-même et en même temps ruine. Nous sommes une même humanité sur cette lune qui est la Terre. Donc les pays du Sud auraient besoin de 2 000 milliards de dollars par an pour faire face au changement climatique. En même temps, il faut lutter contre la famine et à travers la production agro-pastorale. Cette était annoncée comme celle de la mise en œuvre des engagements des États en matière de lutte contre les changements climatiques, pris de la COP 21 de Paris. On remarque que c'est marqué par les 30 ans de la Convention cadre, on l'a dit ici, des Nations Unies sur les changements climatiques. Et les promesses font péter pour l'humanité aujourd'hui, c'est de passer de la définition des risques que constitue de la Charte des Nations Unies, menace contre la paix évoquée à la COP 21, mais n'est jamais retenue. La dégradation des écosystèmes et des biodiversités. Aujourd'hui, l'humanité ne le constate pas ou ne constate pas comme étant des menaces contre la paix et la sécurité internationale. Parce que c'est le cas, on se mobiliserait en sécurité collective. Qu'est-ce que l'on fait lorsqu'il y a menace d'une nation par rapport à l'agression, génocide, mécanisme de la sécurité collective, raison d'être même des Nations Unies. Ici, il est urgent qu'on constitue une menace contre la paix et la sécurité. Ces comportements, conformer les contreparties et les justes compensations. Et COP 27, il y a quoi en perspective? La COP 28, en perspective celle 29-30. Que à travers la diplomatie scientifique, qu'on arrive à pousser nos gouvernements à insister sur et qui sont belles, mais en réalité, d'atténuation, d'adaptation, de remédiation. Mais ça, ce sont des sursis et non pas la résolution des questions comme telles. Donc ensemble, je prends le temps où nous proposons que des décisions soient prises, pas en termes de remédiation, atténuation, adaptation, éviter de former d'autres chercheurs qui soient conscients par rapport aux eaux, mais c'est tout le domaine.
Je me demande si vous êtes seulement juriste. Je comprends que j'ai affaire à un scientifique qui est vraiment un interdisciplinaire, qui parle donc de purement scientifique, de problèmes juridiques, de problèmes qui ont gravement besoin de vous ici à l'université. Il y a énormément de questions auprès donc sur cette problématique vraiment des corps de l'ancêtre. Il faut faire la projection arithmétique jusqu'à l'infini. C'est une société qui travaille dans le domaine de detailing. Je vais faire deux présentations. Je vais aussi parler rapidement de Access. Alors, la première présentation, c'est sur le programme de PNUD, le programme de développement des Nations Unies. Et le deuxième, c'est un autre sur lequel moi je suis membre de la comité de d'écouter. Vraiment, comme je disais, moi je suis né et j'ai grandi au Danemark. Alors, c'est très rare que j'utilise le français en tant que langue de présentation. Alors, ça pose un problème ou non? C'était prêt. Ok, bon, ça c'est 4 groupes. Bien sûr, 4 groupes, c'est que one of the things that we are doing as well is that we are creating a pipeline of economic support organizations such as the Kinshasa. Recently, we have set up a group on a platform called EntNest, which is a platform as a way to help both and also to help these young Congolese entrepreneurs get into capital funds because their ask is really too small. But to talk about first is the so-called this Tanzania ACG investor map and how we in RDC could follow the same process. Tanzania has adopted and developed the ACG investor map in close collaboration with the Development Fund and the UNDP. Ministry of Investment, Industry and Trade in Tanzania, they have collaborated with UNDP to develop the very first SCG investor map for Tanzania. And this investor map is presented at a time when resources for innovative ideas and solutions that advance the achievement of the SDGs are more critical than ever before. As you know, the COVID pandemic has severely disrupted the life of many countries, including DRC, and so the investment map will be handy and critical to address current and post-COVID challenges, and most importantly, harness opportunities for building a more sustainable and resilient economy. Global challenges, as we also heard from the Dean and Professor of Lubumbashi, Summit Goals provide a blueprint to achieve a more equitable and sustainable future for all. Substance is required to achieve the SDG Agenda 2030, and developing countries such as DRC face a massive funding gap of $2.5 trillion annually in SDG investment. And because of the COVID pandemic, that has brought an additional shortfall of $1.7 trillion for developing countries in financing that they need to keep track in terms of achieving the SDGs. We're allocating just 1.1% of the total asset held by banks, institutional investors, and asset managers would be sufficient to fill this gap in SDG financing for developing countries. Thus, to bridge the SDG financing gap in developing countries and to alleviate the financing burden on the shoulders of the government, donor agencies, and multilateral development banks, it is essential to partner with the private sector and expand SDG-related investment by unlocking private capital. So the past decade has also showcased that there's a growing tendency among investors to attribute capital into activities that deliver strong financial return while reducing poverty and inequality, advancing health and education, and protecting the environment, as we were talking about today. So according to the Global Impact Investing Network, the East African impact investing sector has grown dramatically in the last few years, and with over $9.3 billion distributed in the area by impact investors as well as development finance institutions. China is the third biggest impact investing market in East Africa, accounting for roughly 12% of all funds and transactions dispersed by impact investors. And according to UNCTAD's latest World Investment Report, published this year, foreign direct investment in Tanzania rose by 35% to almost $1
billion with new greenfield projects announcement tripling in value. So the government of Tanzania recognized the role of the private sector in meeting the UN SDGs and has continued to take various reforms aimed at creating an enabling environment for trade and investment. And accordingly, the SDG Investor Map has documented a number of initiatives spearheaded by the government on that front. Such initiatives have created a strong momentum for investment, and the SDG Investor Map is therefore an ideal launching pad for realizing the opportunities presented by the improved business climate in Tanzania. So going forward, it will undoubtedly become a perfect springboard for harnessing further investment to enable the investor interest to translate into higher levels of SDG investment. You had the Prime Minister's office in Tanzania, the Ministry of Finance, and Tanzania Investment Center, as well as the UNDP country office. They have partnered to conduct the first SDG map. Basically a market intelligence tool aimed at assisting investors in decisions making by identifying investment opportunity areas, business models that advance the SDGs. And the SDG Investor Map was launched at the Tanzania Sustainable Development Goal Investment Forum, which was recently held in Dar es Salaam. The Investor Map of Tanzania revealed impact market insight around 5 priority investment sectors: agriculture to address food security issues, healthcare to ensure access to universal healthcare, education to ensure high quality human capital, and industrial sectors to create jobs and gainful entrepreneurial opportunities such as renewable resources and alternative energy, as well as infrastructure. So there's 13 opportunity areas aligned with the national development needs and policy priorities of Tanzania, where private capital can make a difference to people and the planet. And some of these sectors are further aligned with the emerging value chains, opportunities where business decisions can be made to invest in the Africa Continental Free Trade area. This is consistent with the strategic priority of the National Development Plan in Tanzania, which places utmost priority to transformative partnerships between the public sector, the private sector, and civil society. Since the government of Tanzania believes that these identified investment opportunities will create powerful signals to both foreign and domestic investors to leverage lucrative marketed forces in Tanzania, aid the nation to realize the SDG targets, and impact the lives of millions of Tanzanians. The data-backed research and insight behind these powerful market intelligence tools will serve as a useful blueprint to understand how best the SDG financing gap can be narrowed in Tanzania for a foreseeable future. So these are just some of the sectors that were pitching at the event. For example, Chansi uses black soldier fly larvae to convert food waste into nutritious protein for animal feed, for example, to give you an example of one of the Jet Cargo, which is a digital business-to-business and business-to-consumer logistic operating system that is powering convenient, safe, and reliable, affordable movement of goods across Africa. All of this, I'll share the presentation with Richard, so you can look at. Also have projects in the education sector. This is how they are described. I'm not going to go into that again in the interest of time. But when it comes to how these projects selected to get pitched, so they can, and the partners need to have substantial operations in Tanzania. That would be the same thing if we do that in Kinshasa and DRC. They have to be present in Congo, with a management team and a workforce primarily based in Tanzania and providing product and services in Tanzania these are the key eligibility criteria. A bonus point will be assigned to impact ventures that present a business model that supports women empowerment. Of course, they need to have financial records. They need to be scalable. It's important, even though there's, as we heard, there's more than 100 million people living in DRC. Because of the low purchasing, the fact that DRC joined the East African Economic Community is something that will reassure the investor that this company actually can be scaled. You have to be innovative when it comes to technology or business model. They have to prove that they have raised capital before or have finalized the feasibility stages. And of course, they need to be in the sense that they should cover more than one SDG.
So with the aim to disseminate results of the SCD Investor Map and facilitate the dialogue between stakeholders, the Tanzania SCD Investment Forum was planned to be organized, bringing together investors, enterprises interested in SCDs to mobilize private capital for these priority sectors and investment opportunity areas identified by the Investor Map. The annual Tanzania SCD Investment Forum aims to serve the purpose of launching the SCD Investor Map Tanzania and facilitating a dialogue between the investors and the founders, which falls under the above mentioned investment opportunity areas. And the forum is an avenue for public policy dialogue around Tanzania's agenda to mobilize SCD investment, to accelerate the SCD progress through panel discussions, which took place, as you can see on the photo. Who is the audience? So in the audience you had global investors, you also had local investors and private sector representatives. You had development finance institutions, government and public sector, like regulators and so on, public think tanks, academic experts as well as civil society. This is what the agenda looked like. You can see that this image shows the moment when the forum was launched by the Prime Minister of Tanzania. And then on the second day, the foreign investors was taking on a site visit to a special economic zone outside of Tanzania. So in conclusion, basically the SCD Investor Map presents 13 investment opportunities that can direct private capital towards achieving sustainable and inclusive economic growth for Tanzania. And we can do the same thing for DRC, of course. It has been developed through an extensive literature review and stakeholder consultation. The Prime Minister's office was the lead government institution to facilitate coordination and championing this process. It's very important as well. The objective of the consultation were to confirm findings and provide additional data and information. And stakeholders' interviews took place throughout the mapping process in order to validate and complement the findings. And a total of 32 themes were consistently across the multiple documents review, and these essentially represent an area where the SCD needs and the national policy priorities overlap. To a short list of 5 sectors that I mentioned before, and that help identify sectors where further subjected to deeper analysis to derive a short list of subsectors, which were food, beverages, infrastructure such as real estate and waste management, services, education, formal education, as well as education technology and renewable and alternative energy sources. So basically, I just got this message from the UNDP here in Geneva. So they told me that this person called Zeneps, he basically leads the team working on investor maps in Africa, and she will be able to answer any questions for those of you who would want to join Richard and myself that are putting forward a proposal to launch this process here. There's no central fund for the financing of the investor map, so each UNDP country office, for example, the Kinshasa Innovation Center was funded by the UNDP country office in Kinshasa, so they will help us mobilize resources to cover the cost of doing an investor map for DRC. And also the UNDP has a sustainable finance hub and SCD impact leads in the region, and these are the names of these persons. So first presentation, if you have give me another 5 minutes, I would like to show you au début de mon présentation, je suis membre d'un conseil pour une Swiss société basée ici à Genève. Si vous êtes disponible demain, il sera content de... Basic about the building and operation system for the impact. Really about, as I said before, the issue about the $1 trillion financing gap. We already talked about that. So Access Impact helps to develop and finance impact investment projects. And they do that, they have basic leverage technology through the platform that they call Habitat. Turns new impact projects into investment-ready opportunities. From reforestation to clean energy, developers can manage complex projects, track their impact, and get certified.
So by mobilizing private capital for impact investment, they generate greater funding for projects and fuel the impact economy. So Habitat basically connects to raise funds and to monetize their impact. So they are managing the impact ecosystem the following way. So in order to succeed, they bring together all of the stakeholders. So from the project developers, the investors, that in this case will be the government in Kinshasa, emitters, as well as expert and partners. So expert can be university. Reduce complexity and build trust. So the platform enables effective collaboration through the project life cycle. That means from the development and management of carbon offset projects, secure product funding and early stage investment, showing progress transparently, being fast and reliable pathway to certification, monetizing impact, accounting and reporting, nature-based and impact. Habitat platform, as I said, is an operating system for the impact economy, which is kind of shown here. Stakeholders, you have of course the protocols that are using like REDD+ and BSS. There's of course a lot of emphasis on transparency, that investors investing in the projects on this platform can be reassured. They go through this process called the 3M process, which is again enables effective collaboration, starting with you have the projects, and then you have the measurement, the monitoring, and the monetization, which all are doing an impact-driven economy that we would like to see. I'm not going to go into these details. If you have any specific technical questions, that currently they have a number of projects in DRC on the platform, and they are both, of course, within the area of forest protection and restoration. Is the one here in Yahuma. I don't know if anyone know about this area, the Black River. Here, as you can see, this shows all of the entities that are covered by the project. The capacity is more than 900,000 tons of CO2 per year. The REDD+ managed by Vera, and it's really about how to avoid deforestation. So in other words, keeping the trees where they are and then being monetized as a value, intrinsic value, rather than removing the trees to access the natural resources in the underground. So in short, what this platform is all about is to show the government in Kinshasa that it's actually much more valuable for them to keep the forest rather than to cut down the forest to access natural resources. This is what the marketplace or the platform looks like, the type of investors that the fund is reaching out to. Les deux problèmes très très importants. Il a parlé qu'ils ont donc, au niveau de la Tanzanie. Donc ils ont mis en place un mécanisme d'investissement. Comment on peut investir donc sur le projet en relation avec le développement durable. Donc maintenant, ils se sont focalisés comme point priorité, notamment l'agriculture, l'énergie renouvelable, les infrastructures, l'éducation, les services, donc notamment tout ce qui est hospitalier. Réellement mettre en place un mécanisme de financement de tels projets. Qui on doit contacter pour qu'ils puissent financer. Donc, le planning de contact avec les tels projets dans l'objectif de développement durable. Mais là, ils ont une forte expertise sur demande doit être locale. Donc, si Lubumbashi est intéressé dans ce domaine, il est bien dit. Merci beaucoup, Christian. Donc, deuxièmement, dans sa deuxième présentation, c'était venir encore sur la mobilisation donc des ressources d'investissement. Comment on peut mobiliser? Il a donné l'exemple de deux projets qu'il est en train de construire, notamment en RDC, pardon. Donc, il y a les gens qui utilisent la forêt. Maintenant, ces gens-là qui utilisent la forêt, c'est peut-être à cause de la pauvreté. Donc, maintenant, il y a d'autres qui utilisent ces forêts pour l'exploitation minière. Maintenant, il y a UN, donc le programme des Nations Unies, qui prévoit que non, vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire pour garder l'utilisation des forêts et puis aussi garder aussi l'exploitation des ressources naturelles. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Donc, de ce fait, avec, comme le recteur avait parlé, sur l'utilisation des forêts et puis l'exploitation des ressources naturelles, il a aussi
une forte expertise et puis là déjà travaillé, ils ont travaillé pour l'applicabilité de ces projets en RDC. Les membres soient locaux. Donc à partir d'ici, c'est difficile qu'ils puissent directement contacter, mais il est en collaboration avec l'Université de Lubumbashi. Je vais inviter le recteur ici, si vous avez des questions à poser. Je vais aussi inviter des questions à poser. Je sais que vraiment, il y a beaucoup de questions auprès du recteur. Moi, j'ai énormément de questions auprès du recteur, mais je ne vais pas poser plus le temps que nous avons. Mais je vais juste... Oui, Christian, you can come here. I have the questions for you. Directeur, merci infiniment. Et puis on ne va pas prendre votre opère à 7 dans lequel il y a beaucoup d'intégration. Réellement, donc la deuxième forêt, ou bien Brigitte Mukunzi. Bon, là, j'ai conservé les forêts. Doit se développer parce qu'on doit lier le climat et le développement. Mais ça sera pour vous. En tout cas, merci beaucoup pour impliquer les partenaires. Plusieurs entreprises qui sont implémentées. Et nous allons finir d'abord avec monsieur le recteur. Sinon, cette année sera une année vraiment douloureuse. Mais qui continue toujours avec ces changements climatiques. Je suis... Bon, je pense qu'on va prendre la dernière question. Oui, je suis Emmanuel Kabengele Mpinga. Sur le cours de lumière, et notamment moi aussi, vous avez vu une présentation, je travaille là-dessus. Quelles sont donc la réglementation, et puis c'est bon de relever ça. Nous, on sait. Je suis pasteur à la retraite maintenant, mais je suis le vice-président du Centre international de réforme John Knox. Ce centre qui collabore avec plusieurs ONG, plusieurs pays par rapport au développement. C'est pourquoi je me suis intéressé à cette conférence. Des très belles décisions ont été prises lors de la COP 27. Et là, quand je regarde aussi la déclaration de Yagambi, cette déclaration qui met en exergue la responsabilité des exploitants externes et internes de notre forêt ou aussi de notre, comment je peux dire, de notre sol. Mais c'est tous ces exploitants, surtout au niveau interne, qui, quand il n'y a pas une compensation afin de pouvoir bien respecter ou tenir compte de toutes les conséquences, ne peuvent que aggraver certaines situations. Et aujourd'hui, face à tout ce qui s'est passé lors de la COP 27, des décisions telles que la prise, donc la prévision de financement qui permettrait à ce que le pays, comme nos pays africains, puissent trouver les moyens de mettre à jour certaines choses afin de conserver notre écosystème. Curieusement, on est en train de constater que la plupart des pays riches s'inquiètent des recours en responsabilité pour le dommage climatique causé par leurs propres émissions de gaz et qui dégradent un peu l'environnement dans nos pays. Je ne sais pas, aujourd'hui, vous qui étiez à ces assises de la COP 27, qu'est-ce que vous voyez comme une assurance aujourd'hui par rapport à tous ces pays censés être ceux qui peuvent porteurs de financiers, parce qu'il y a eu beaucoup d'inquiétudes un peu partout. Qu'est-ce que vous préconisez au cas où cela ne marchait pas selon les décisions qui ont été prises? Qu'est-ce que vous voyez au travers tous ces accords qui ont été pris lors de cette session? Ces promesses-là, est-ce que vous en doutez de ce que nous en... Ils ne peuvent pas dire cette terre, c'est congolais et fondé. Pourtant, ce couronnement-là, le spectre, le sceptre, j'allais, le sol sur lequel tes ancêtres ont grandi, eux aussi, on leur avait légué ceci, c'est sacré. Le sol appartient à la souveraineté de l'État et
l'État congolais a octroyé, à travers le cadastre minier, tout le sous-sol, la repartie minier. C'était curieux. Remise en question, ça c'est le fondement, remise en question de cette réglementation-là. Vous saurez qu'à Lubumbashi, par exemple, qu'on est octroyé en carré minier à tel ou tel autre exploitant sur lequel il y a un bâtiment d'intérêt général, d'intérêt public. Et c'est ainsi que le code minier, même le code foncier, pour dire, l'équivalence de l'exploitation minière sur l'exploitation agricole, lorsque sur le sol, donc en surface, on a affaire à un bâtiment public ou d'intérêt général ou d'intérêt public, et le plus intéressant pour la population, dans pareil cas, la vie, donc vous laissez le lycée, c'est ça l'intérêt général. Lorsque vous avez un aéroport, et que, eh bien, ce patrimoine-là, majeur dans cette réglementation le code minier. Mais pour ce qui concerne ici, minier, et dans le règlement minier, avant l'exploitation minière, il y a tout un processus qui signifie des études de création et des plans de rémédiation qui doivent être acceptés. Vous pouvez commencer à exécuter. Médiation, c'est l'aspect fondamental dans l'exploitation minière. Donc on vous dit, vos collatéraux, comment vous allez les assumer? Vous présentez ça, quitte à ça, en bonne et due forme, ces responsabilités-là. Il revient par rapport à la déforestation au monde que nous avons étudié dans le colloque que nous avons au sol en RDC, perspective 2030, il y a 4 ans, à l'université de Lubumbashi, ce que cela s'ajoute, la remarque de Perléon de Saint-Moulin, qui dit ce défi de la RDC, elle est galopante et prolifique depuis 1960, elle est assez vite, et je réponds à la question en rapport démographique, parce que la pression démographique signifie que là où qui abritait 2000 personnes engagées dans la principale, regardez de part et d'autre l'eau. Et c'est bien de première nécessité, ça pose d'énormes problèmes. Et il y a même une providence, il faut le dire. Comment est-ce qu'on nourrit la vie de Kinshasa? Oh, il faut le dire. Mais vous n'avez pas autant. Cet approvisionnement qui vient généralement du Bas-Congo, vous voyez ces camions qui amènent... nous ayons des plans d'approvisionnement d'ici 50 ans. Est-ce que nous allons un impératif étatique, ville de Kinshasa? C'est-à-dire recommencer en quelque sorte les canalisations. Si elles sont obstruées, en créer d'autres. Le président a commencé, mais après l'aéroport, vers la cellule. Sachez que ces gens-là qui sont au-delà de l'aéroport, tous viennent faire la Gombe. Alors, vous êtes à Matete, vous devez aller à la Gombe, vous êtes même à l'université, là. Vous devez aller, et par conséquent, donc, pour y arriver, comme on dit, il y a des bouchons d'éducation de la population. Ça passe par où? Par tous ceux qui manipulent l'opinion. À Kinshasa, le canon, vous voyez, et là, ça pose problème. Il y a une entreprise de transformation d'immondices en énergie, par exemple, pour le cas des grands espaces comme au Katanga, peuvent partir. C'est elle qui a construit, sous effet social, et là, l'exploitation, évidemment, minière, par rapport au développement des populations locales, autour de l'université de Lubumbashi, située à 3 km de Roachimani, 3-4 km d'autres mines, nous disons, nous sommes aussi population locale. Mais population locale, même si ce n'est pas forcément autochtone, mais local, nous le sommes. D'une façon ou d'une autre, nous subissons les collatéraux ou les avantages de ces exploitations. Donc il nous faut aussi un petit cash qui nous permettrait d'investir et dans le fait de nous promouvoir, par rapport aux pollueurs, c'est-à-dire les industriels d'ici.
en juste compensation, se protégeraient eux-mêmes. Nous sommes, c'est le nom commune. On parlait dans le temps du village planétaire. Il est plus que jamais maintenant. Il ne faut pas s'imaginer que vous ici, vous serez à l'abri. Si vous continuez à vous comporter comme ça, donc vous ne nous donnez pas de l'aide. Vous vous aidez vous-même. Payons-nous, c'est ça qu'on appelle les atténuations. Vous atténuez notre misère, mais en même temps, vous vous octroyez une possibilité de protection tournant de la révolution de notre lieu aux pollueurs. C'est dans le sens de qui ne payez pas, je ne parle pas de nous ici, qu'on peut décider qu'effectivement, il faut la juste compensation. Qu'est-ce qui est décidé à la COP 27? D'un fonds, ça on n'avait pas encore obtenu, et d'un comité transitoire pour opérationnaliser les questions des pays africains. C'est d'avoir des experts en mesure de démontrer que nous avons effectivement ici pour exploiter le bois. Quels sont les Congolais qui exploitent les bois là-bas? Que ces industriels. Montrer maintenant, pas prouver, il faut démontrer que voilà, ma perte est de 5, de 10, devons faire un effort pour arriver au... Ce cadre-là, justement, le calcul est fait par d'autres, ce qu'on appelle le registre carbone. Il est fait par d'autres, donc d'autres ont tendance à vendre notre carbone. Là, c'est que les représentions à Yangambi et puis à la Côte de calculer aussi cette séquestration. Sans que principalement ça soit calculé, on peut imaginer que ces forêts protègent effectivement l'humanité à exploiter l'énergie fossile. Il est même dit qu'à cause de la guerre en Ukraine, on continue en Afrique à protéger l'humanité quand elle-même ne tient pas à se protéger. Vous voyez la contrepartie dont on parle, c'est comme protégeant, elle se protège l'humanité, à se comporter comme telle pour le moment. Dans les 50 ans qui viennent, aux générations qui ont suivi, une tertie nous avait appris qu'il faut regarder la Terre à partir de... Et donc, et ça mérite que ça soit concret, sont ces mesures, il faut les protéger. On parlait des générations futures. Ouais. Mais le futur qui arrive ici, il ne peut pas naître sans nous-mêmes. Nous sommes aussi génération future. Une notion de droit international, que les forêts, n'est-ce pas, faisant partie de l'humanité. On dit un patrimoine de l'humanité. On n'a pas retenu commun à cause des aspects de l'écart de l'humanité sur la RDC et sur les bassins d'Asie et de l'Amazonie. Ce regard-là signifie, s'il vous plaît, considérez désormais que vos forêts sont notre patrimoine, parce que ça n'est pas industriel, il est lequel? Et le comportement fait chose et son contraire en même temps. On considère que les forêts du Congo sont le... enfin, Pasteur, il a décrit. Les scientifiques, et même depuis Glasgow, leur part à faire, c'est de procéder aux analyses, à la démonstration qu'il y a aux Nations Unies par son secrétaire général. Et ça court plus vite que toutes nos rencontres. Et tout, c'est justement de considérer ce qu'on a dit à Yangambi. Je suis l'exposé du professeur et des échantillons en fait. Mais il pouvait aller plus loin. Que sont devenus les eaux? Et surtout effrayé par le fait qu'un arbre qui protège bousille en une seconde. Que je termine par là. On avait organisé le coup de ce bois. En ce moment-là, valait 1 tonne de bois. Et trie le bois rouge. Et le reste, bon, c'est ce que je venais de vous dire. Si nous ne prenons pas des mesures, disait-il,
adéquate maintenant. Population mondiale, celle congolaise, la population de nos villes continue à croître, nous arriverons à un certain moment où nous allons nous étouffer et l'emmener à ne pas détruire les écosystèmes et certaines préoccupations, mais les questions, voyez-vous, il y en aura toujours. Les réponses, les tentatives de réponse seront là aussi. L'essentiel pour nous, c'est d'être partie prenante à tous ces enjeux ici. Nous voulons qu'à travers les universités, il y a gouvernement et les autres décideurs prennent leur temps d'arriver, si vous permettez, de la génération. Le recteur, vraiment, on a grandement besoin de vous. Et puis, il y a encore beaucoup de questions. Là, on a enregistré notre conférence. Master en études environnement, master africaine, qui aimerait avoir le recteur pour leur Nous passons à la fin maintenant avec Christian. Nous allons. Ça, trop de coups. Non, mais je peux répondre tout de suite comme ça. Oui, comme ça. Oui. D'accord, ok. Premièrement, oui, c'est une boutique de conseil. On travaille principalement avec les fondateurs des sociétés qui est issu de Kinshasa. La question à partir du résumé qui nous a été avec une préparation. Et puis il y a les autres, des investisseurs qui ont une volonté d'avoir un impact environnemental, des investisseurs passer ce qu'on appelle une certaine partie de leur rendement avec les fondateurs ou avec aussi le rôle des grands patrons des sociétés comme Geeken. Je pense que c'est un grand 40 000. Et ça, si vous êtes passé à Genève, ça ne votre part de trouver les vrais investisseurs, les promoteurs des projets, ils envoient juste leur prospectus à n'importe qui. C'est d'investir dans des projets similaires par rapport à ce projet. Compléter sa question, est-ce que vous pouvez votre expertise les orienter vers des investisseurs? On peut garantir qu'il va investir, mais au moins, on peut entamer. Le consulting. Donc, dans le consulting, c'est un travail à faire pour que, c'est-à-dire, il y a la demande. Et vers l'investisseur, il faut aussi que vous parlez le langage de programmation. Vous mettre dans une position où le PDC de l'Open Access Impact et si le recteur est disponible, sinon oui, écoutez, il y a déjà nous irons partout. Il y a déjà un rendez-vous avec le recteur. Le recteur, c'est jusqu'à 10h30. Mais C'est entre 10h30 et 11h. Et puis il y a 13h encore. Et puis il y a 13h. Mais pour Christian, quand vous venez prochainement à Genève, monsieur le recteur, c'est mieux la Genève. il a les impératifs au pays. Hein. Ah voilà. Ok, merci infiniment. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup, monsieur le recteur, pour vraiment votre temps. Vous voyez vraiment qu'on est très enthousiaste de vous écouter. Je pense comment on va le faire. Dire que moi, personnellement, je vais beaucoup bien venir. Donc, ça, honnêtement, vous êtes bien. Mais que lui d'abord nous invite. Merci beaucoup.